Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 19 août. Toute l'actualité près de chez vous, invités, reportages, décryptage, votre météo à venir et vos conditions de circulation en principauté scrutées de près, minute par minute, par le Centre intégré de la gestion de la mobilité. Immersion ce soir dans votre journal avec nos envoyés spéciaux au cœur du dispositif propre à réguler au mieux le trafic en cette période estivale. Des nouvelles d'une mission solidaire menée par les scouts de Monaco en Argentine. L'un d'entre eux, Luc Rouanet, nous détaillera la nature des travaux effectués sur place dans un instant. La découverte à Monaco d'une toute nouvelle adresse en matière de gastronomie, Maison Sœur. Et puis ce mardi, arrêt sur image avec la journée mondiale de la photographie. Et vous êtes plutôt grand angle, téléphone portable ou Polaroid? Nous sommes allés à votre rencontre et nous recevrons un professionnel de l'instantané, Antoine Monnier, pour mieux comprendre les tendances 2025 en la matière. Monaco, plus que jamais, capitale de la voile et du nautisme, après les performances d'exception réalisées par Pierre Casiraghi et ses équipes, on s'en souvient, le mois dernier, et la victoire historique décrochée lors de l'Admirals Cup. Pierre Casiraghi, que vous pourrez d'ailleurs entendre quand vous le voulez, quand vous le souhaitez sur notre site Monaco Info, pour un podcast exceptionnel, passionnant, aux côtés de Geneviève Berthy. Et dans la foulée du Sacre de Juillet donc, la 20e édition de la grande classique Palermo-Monaco a débuté cet après-midi avec pas moins de 6 bateaux battant pavillon monégasque. Et en ce moment même se déroule également la deuxième étape de l'Ocean Race, particulièrement importante. C'est l'étape la plus longue. Après le départ de Portsmouth, la bataille aux avant-postes s'intensifie d'heure en heure, notamment entre Biotherm et PRB qui s'échangent la tête depuis hier après-midi, mais restent toujours sur la menace du bateau rouge et blanc, le Malizia, deuxième, on le rappelle, de la première étape. Les concurrents vont pouvoir s'offrir une pause tout de même de 3 heures programmée ce mercredi en fin de matinée à Porto, avant de rallier l'arrivée de cette étape à Carthagène. En triathlon, Louis Richard a offert ce week-end un doublé historique à Monaco en s'imposant une deuxième fois d'affilée lors de l'Embrunman. En retard après l'épreuve de natation, Louis Richard a récupéré quelques précieuses minutes à vélo avant de prendre les devants sur le marathon final. Il s'est imposé en 9 heures, 17 minutes et 39 secondes, soit à 3 minutes 20 du record de cette étape très prisée, étape d'Embrun. Direction l'Argentine maintenant, où nous attend Luc Rouanet, l'un des routiers, comme on les surnomme, des scouts de Monaco, des scouts qui viennent de terminer une toute nouvelle mission de solidarité. Bonsoir à vous, Luc Rouanet. Bonsoir à vous. On est ravis de vous retrouver, vous êtes au cœur de l'Argentine pour un projet magnifique, projet Solidarité encore une fois avec les scouts de Monaco. Le projet de cette année consistait à la rénovation d'une école en Argentine, dans le nord de l'Argentine et plus particulièrement dans la région de Chaco, dans le village de la Mission Nueva Pompeya, qui est un village d'une très grande pauvreté où il n'y a pas beaucoup de possibilités pour l'éducation. Donc du coup, on a voulu apporter notre pierre à l'édifice en rénovant la cuisine de cette école. D'accord. L'objectif, c'était d'avoir une véritable cuisine qui puisse servir nombre de repas, évidemment, aux enfants ou aux personnes défavorisées. Exactement. Donc, en fait, ils n'avaient pas accès à un repas scolaire et ils étaient obligés de ramener leur propre nourriture. Donc, du coup, nous, on a mis aux normes cette cuisine. On a apporté le gaz, on a rapporté l'électricité, l'eau chaude. On a fait une grande rénovation un peu moderne parce que là-bas, c'est pas les mêmes critères que nous. C'est un petit peu plus compliqué. Alors justement, c'est une mission des scouts de Monaco, des missions qui sont exercées avec des anciens, des jeunes, bien sûr, parce qu'il y a votre papa, par exemple, dans l'aventure au Sud. Ça veut dire que ce sont des routiers qui viennent à vous et avec vous. Oui, avec plusieurs routiers. On était un total de 7 personnes sur place. On a entre 25 et 30 ans. Et donc voilà, nous avons réalisé ce projet à 7 personnes sur place, plus une ONG locale, Haciendo Camino, et l'association AMA, Association Monaco-Argentine, avec qui nous avons collaboré tout le long de cette opération. Oui, je disais tout à l'heure en propos préliminaire que je me souvenais d'une opération avec vous après la tempête Alex et sa construction de ce pont qui a beaucoup servi. Qu'est-ce qu'il y a eu après cet élan de solidarité? Qu'est-ce qui s'est passé après pour vous? Alors, on a réalisé également une construction en bois d'une grande table scout à Casterino, une table pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes dans le cadre du centenaire du scoutisme, où nous avons accueilli plusieurs délégations internationales
à Casterino même, qui nous a permis donc de nous réunir et également de relancer un petit peu l'essor touristique de ce village. Pour une mission comme celle de l'Argentine cette année, pour cet été 2025, ça prend combien de temps pour la préparer et ensuite combien de temps sur place? C'est un projet qui s'est réalisé sur 2 ans, où nous avons réalisé plusieurs repas caritatifs afin de s'autofinancer, parce que c'est un projet qui bien sûr coûte cher. Nous avons également des donateurs privés qui nous ont aidés dans ce projet. Donc un projet qui dure 2 ans de préparation, pour tout ce qui est également logistique, financement, tout cet aspect un petit peu compliqué qui est à gérer. Donc Ah oui. voilà un projet qui s'est déroulé sur 2 ans. La cuisine est en route, désormais, ça y est, vous avez pu servir les premiers repas? La cuisine est en route. On a réalisé le dernier jour le repas pour toute l'école et toutes les familles dans la cuisine. Donc ça, c'était également le couronnement de notre projet. On imagine hein, la joie et l'émotion à chaque fois que vous remplissez une mission avec vos amis les routiers. La prochaine étape pour vous, un retour bien sûr à Monaco, on l'imagine, et dans la région pour certains. La prochaine étape, est-ce que c'est déjà défini la prochaine mission pour vous les routiers? On n'a pas encore défini précisément, mais on va peut-être, on va sûrement s'investir dans la région, demander par exemple au maire de Tende s'il a des projets pour nous, pour aider la collectivité locale, etc. On vous souhaite le meilleur pour la suite des événements et encore bravo pour ce que vous faites, notamment pour l'Argentine et ce que vous avez fait dans cette région avec l'installation, la rénovation de cette cuisine dans cette école. Merci d'avoir pris du temps avec nous ce soir, Luc Rouanet. Merci à vous et merci pour tout. Retour en Principauté, où au cœur de l'été, où le trafic est toujours aussi dense, un chiffre, un seul, 119 000 véhicules qui passent par Monaco les jours de forte affluence. Alors, comment éviter toute saturation? Comment éviter les bouchons, notamment aux heures de pointe? Comment Monaco intervient pour fluidifier le trafic dans ces secteurs routiers sous tension? Sarah Karim et Camille Caloni se sont rendus au Centre intégré de la gestion de la mobilité, le CIGM. Immersion. Ben, tu pourrais me montrer le secteur casino, s'il te plaît? Oui, effectivement. Ouais, au stand, dans les deux sens. Sur le stand aussi, on est chargé. Madone, pareil. C'est ici que les 52 km de voies dont dispose la Principauté sont scrutés 24 sur 24 et 7 jours sur 7 par 2 opérateurs et un chef de salle. Parmi leurs missions, assurer la sécurité des usagers, notamment dans les tunnels, ouvrage soumis à une stricte réglementation. On a un véhicule arrêté dans le tunnel, ça nous remonte directement une alarme. Et là, nous avons eu un piéton qui est passé sur le trottoir, donc pareil, ça nous a remonté une présence piéton. Donc là, à surveiller qu'est-ce qu'il fait le monsieur. Et s'il fait une marche arrière ou s'il fait une manœuvre dangereuse, on ferme l'ouvrage. En contact avec les pompiers, la sûreté publique, mais aussi les usagers, les opérateurs sont par ailleurs chargés de réguler le trafic en cas de saturation ou d'accident. Et pour dissoudre les embouteillages, ils peuvent activer plusieurs leviers démonstration. Là, nous voyons une saturation sur le boulevard Princesse Charlotte direction Casino. Donc nous pouvons changer la stratégie de feu. Forcer une stratégie un peu plus grosse. Donc vous avez plusieurs options, c'est ça? C'est ça, on a plusieurs plans de feu. On peut utiliser nos panneaux, donc on a envoyé des panneaux direction Casino, circulation difficile. Et nous envoyons du Waze avec 3 couleurs différentes. Vert, c'est tout va bien, orange, c'est commence à être saturé, et rouge, c'est saturé. D'accord. Nous, ce qu'on constate actuellement, c'est qu'on retrouve des niveaux de circulation de 2019, avant la pandémie. Et donc, effectivement, c'est un trafic relativement chargé. Il faut savoir qu'on a à peu près 102 000 véhicules par jour en moyenne sur l'année. En période estivale, on va avoir des pics à 113 000, enfin une moyenne de 113 000 et des pics même sur certaines manifestations à 119 000 véhicules par jour. Vous l'aurez compris, le service travaille étroitement avec Waze, mais également avec Radio Monaco qui de même communique sur les informations en temps réel et propose des itinéraires de délestage. Un dernier conseil pour la route, évitez autant que possible les 2 pics entre 7h30 et 9h30 le matin et entre 16h30 et 19h30 le soir, ainsi que le 3e propre à la saison estivale entre 10h et midi.
Ce mardi, c'est la journée mondiale de la photographie. L'occasion pour nous ce soir d'un focus sur un métier, une discipline, une passion qui vous est peut-être chère. Focus tout d'abord sur votre façon de prendre des photos et l'appareil utilisé à cet effet. Voici votre regard, vos réflexions recueillies par Gaëtan Lebrun, accompagné de Marie-Ève B. Using our iPhones or our Galaxy phones because they're more convenient to carry than having to carry your phone and a camera at the same time. Landscape and different each other, selfies, you know, to see where we've been, signs of where we've been at. So she puts everything in a scrapbook when we get home. I use my iPhone. When I take a picture, I take 100 of them to make sure I get the right snap. Oh, it's convenience is key. Yeah, you just go straight to your pocket and off you go. You got a camera, internet, convenience. Je vais utiliser plutôt mon téléphone parce que j'ai pas beaucoup d'argent pour acheter un appareil photo. Et je vais plus les prendre en portrait pour pouvoir les mettre sur les réseaux. Et puis des fois je peux prendre aussi en horizontal pour ma famille. Je peux prendre des paysages, des belles voitures vu qu'on est à Monaco aussi. C'est vrai que le téléphone, des fois les photos elles sont pas terribles alors qu'avec les vrais appareils photo on peut faire vraiment de vraiment belles photos. Et c'est ça je pense qui fait la différence entre les deux. Plus avec le téléphone portable. Il est à la main tout de suite, on l'a tout le temps, tout le monde à la main. Donc, I've got an iPhone, so I use that to take photos. I would say they're pretty good because they're quite easy to use. And they've got different functions of like how to take the photo. They've got a nighttime function and they also have like the zooms. So sometimes you can take like a zoom in photo or one which is 0.5 so you can get more of the area around it. So yeah, that's what I typically use. Et dans ce dossier photo du soir, le regard d'un professionnel s'impose dans notre monde étroitement lié aux nouvelles technologies. Pour en savoir plus sur les tendances actuelles dans l'univers de la photographie aujourd'hui, nous venons d'établir la connexion avec Antoine Monnier. Vous êtes photographe associé chez Brunet Monnier à Nantes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Décor formidable pour connaître un peu les tendances de la photo. C'est toujours une discipline, j'allais dire, un noble art en tout cas. Quelles sont les tendances 2025 dans ce monde bourré d'électronique, dans ce monde de contenus divers et variés ? Écoutez, c'est très simple aujourd'hui. Ce que je constate, c'est que les gens ont besoin d'avoir un retour à l'authenticité, de voir du vrai, du réel dans la photographie. Avec tous les outils qu'on connaît aujourd'hui, notamment les téléphones portables qui permettent de manipuler un petit peu les images, la façon dont les gens postent leurs photographies à travers les stories, etc. On a souvent de la manipulation dans l'image et aujourd'hui, ce que nos clients en tout cas attendent, c'est un retour au vrai, à l'esthétique du vrai et à l'authenticité dans la photographie. Vous travaillez beaucoup dans votre agence évidemment avec des entreprises aussi. Vous dites le vrai, il y a l'expression, il y a de la sincérité, il y a de l'émotion ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire un peu moins de mise en scène, plutôt raconter ce que vivent les gens, comment ils sont eux-mêmes dans leur quotidien, notamment au travail, comment on cherche pas forcément à montrer des choses absolument parfaites, mais révéler la vraie nature des choses, la vraie nature des gens dans leur activité professionnelle. Est-ce qu'il y a des courants qui dominent aujourd'hui dans votre profession ? Je sais pas, moi, ça peut être une grosse lumière, du noir et blanc, du sombre ? Alors aujourd'hui, la couleur est très présente, bien évidemment. On cherche à revenir à des lumières très naturelles, à moins travailler sur des lumières qu'on a pu voir dans la photographie de mode où tout est léché, tout est vraiment presque artificiel, on va dire, pour sublimer la beauté de l'instant, des gens, du lieu. Donc le retour au réel à quelque chose qui permet à tout le monde de s'identifier et de retrouver ce que eux voient dans le réel. Je suis en train de chercher des photos de l'année, il y en a plusieurs pour vous, j'imagine. La première qui me vient à l'esprit, d'ailleurs, en vous écoutant, hein, bien sûr, Antoine Monnier, c'est celle au Vatican, entre Trump et Zelensky, quand ils sont dans cette crypte, quelque part, il y a même deux angles différents. C'est ça la réalité, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui ? Alors oui, je pense que notamment en plus en ayant plusieurs angles de vue qui permettent de confirmer cette réalité, c'est quelque chose qui est très important. Et alors c'est quelque chose que nous on met beaucoup en avant dans notre agence parce que on aime intervenir chez nos clients avec deux regards qu'on met en complémentarité l'un avec l'autre. Pour raconter un moment, une histoire avec deux angles, deux regards, deux sensibilités de photographe. On se reconnecte, c'est très clair, hein, à la réalité, à l'image, à l'émotion vraie, je le disais tout à l'heure. Ça continue malgré l'intelligence artificielle qui peut nous faire croire que... Oui.
Alors l'intelligence artificielle, ça c'est mon avis. Pour moi, aujourd'hui, ce sera plutôt, et ça restera un outil. L'intelligence artificielle n'est pas capable de créer par elle-même. Elle a besoin d'intervention humaine pour pouvoir produire quelque chose. Je pense pas que l'intelligence artificielle soit une menace. Ce qui est une menace véritablement, c'est la manière dont les gens utilisent l'intelligence artificielle pour nous faire croire que, par exemple, le pape porte doudoune. Oui, c'est ça, le souci, c'est encore une fois, c'est se détacher de la réalité. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on travaille sur des contrastes, sur des lumières, on est loin aussi de la photoliste du début du siècle. Hein. Je parle non pas d'un de vos concurrents, mais une agence connue comme Harcourt, où on faisait des photos très figées, presque mises en scène aussi. Hein. Oui, c'était ça. Aujourd'hui, on s'autorise un retour à l'imperfection, aux petits détails qui fait défaut, aux petites choses qui, justement, confirment cette authenticité. Ça peut être un défaut d'exposition, un défaut dans la posture, un cadrage qui est pas forcément parfait, mais qui révèle cette notion de vrai, en fait, dans l'intention. On oublie le fameux Photoshop, alors. Alors oui, on l'oublie, mais oui et non, parce que Photoshop nous rend bien évidemment service, parce que on reste dans une société aujourd'hui qui a du mal, enfin en tout cas pour notre clientèle professionnelle, à se laisser complètement aller dans l'authenticité totale. Et ils veulent un peu contrôler leur image, donc on cherche aussi à travers des outils comme Photoshop, à corriger certains petits défauts lorsque c'est vraiment nécessaire et que l'image est très importante pour leur communication. Mais la plupart du temps, ils sont plutôt ouverts à cet esprit d'authenticité pour raconter qui ils sont de l'intérieur. L'instinct, cette quête du réel, on l'a bien compris ce soir avec vous, Antoine Monnier, c'est l'important, c'est la tendance 2025. Pour conclure, c'est pas un petit quiz, mais quand même, vous photographiez avec quel appareil? Vous avez un bon vieil iPhone ou vous avez encore l'appareil avec un tube panoramique là? Non, alors peut-être pas, je suis pas non plus sur des techniques très anciennes. Je photographie avec un appareil photo assez classique, ce qu'on appelle un appareil photo réflexe. Qui permet de travailler dans des lumières compliquées, dans des situations un petit peu difficiles. Le téléphone, c'est un outil un peu comme un autre, mais qui malheureusement n'est pas performant pour toutes les situations professionnelles auxquelles je peux faire face. Et nous, dans notre métier, les photographes de presse travaillent toujours avec des téléobjectifs, comme les paparazzi, malheureusement pour certains, ou un safari photo des mariages. On garde ces photos-là, ces appareils-là? Oui, je pense que c'est utile. Enfin, à mon sens, un photographe sérieux doit s'équiper d'un matériel sérieux et qui permet de travailler dans toutes les conditions. Et vraiment pour conclure et pour rentrer dans votre vie privée, n'ayez pas peur. Ce qu'il y a derrière vous, c'est pas un tableau, c'est une photo qui a été prise de quelle façon en Inde? Alors, c'est une photo que j'ai fait en Inde, à Jodhpur, avec un petit appareil photo Leica, parce que je suis très grand amateur de cette marque, et qui représente l'entrée, enfin la porte d'un petit temple. Voilà, je l'ai prise un peu en reportage de street photo. C'est un mélange de street photo et d'architecture. Merci mille fois d'avoir répondu à toutes ces questions, même d'ordre privé. Antoine Monnier, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir, bonne soirée à tous. Et si vous cherchez un endroit pour faire encore et toujours développer vos pellicules, créer un livre-album, réaliser vos photos d'identité si particulières, Christinda Petit-Hommel vous emmène chez ceux qui le font depuis des années à Monaco, dans une de ces boutiques qui traversent le temps et les images, chez Riviera Photo Monaco. Ce lieu a toujours été donc ici en fait, et ça a été créé par la famille Tourné, donc en 1923. On fait plein de choses diverses. Bon, déjà au niveau du labo, parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a le studio, le labo et les reportages. Voilà, c'est trois vraiment activités différentes. Hein. On fait tout ce qui est grand format, voilà, des tirages comme ça. Puis on vend du matériel, des cadres, des albums, voilà. Ça c'est la partie labo. Ensuite il y a la partie studio. Donc le studio, on prend des rendez-vous, on fait les enfants, les bébés, les familles, enfin tout ça. Et ensuite les reportages. Nous faisons les livres-albums. Donc ce sont des livres-albums où dedans, donc les clients nous envoient les photos par WeTransfer par exemple, une centaine de photos à peu près, et on les retravaille toutes, une à une. On fait tout ce qui est identité. On fait tous les visas, les différents passeports, enfin voilà, il y a je ne sais plus combien de nationalités. Chaque pays a sa touche différente. L'Allemagne, il faut mettre les yeux plus haut. L'Italie, il faut être très très près. Monaco, c'est un petit peu moins loin. Enfin bon, voilà, et chacun a mis sa patte. Et on a le droit de sourire dans certains pays ou pas? On n'a pas le droit de sourire. Sauf pour le permis à Monaco. Voilà. Donc en fait, les gens sont contents parce que quand on leur dit vous pouvez sourire, ils sont ravis. Voilà, parce que à force de leur dire ne souriez pas, bon, c'est vrai qu'ils aiment bien la joie, la bonne humeur. Donc voilà, le permis monégasque permet encore de sourire.
Et coup de projecteur sur ce nouvel établissement qui a ouvert il y a seulement quelques semaines sur le Rocher de Monaco, en lieu et place de l'Estragon, Maison Sœur. Plus qu'un restaurant, c'est une affaire de famille. Le reportage de Frédéric Allion, accompagné de Thomas Deus. Elles sont monégasques et enfants du pays, Gwendoline Pilaï et Ilona Dumas, deux sœurs qui baignent dans le milieu de la restauration depuis des années, en famille. Elles viennent d'ouvrir un nouveau restaurant sur le Rocher avec un nom évocateur, Maison Sœur. Avant d'ouvrir Maison Sœur, on avait un restaurant avec nos parents, le Tip Top, à Avenue des Spélugues. Et on a vendu il y a 18 mois maintenant. Donc avec ma sœur, on voulait se relancer dans quelque chose, mais à nous deux, ensemble. Donc on a décidé de racheter l'ancien Estragon, qui est maintenant du coup Maison Sœur. Ça fait à peu près 6 mois qu'on a racheté l'établissement, c'était au mois de décembre. Et on a fait à peu près 3 mois et demi de travaux. Tout a été refait à neuf avec une nouvelle décoration axée sur le terracotta et le rose, la couleur préférée d'Ilona et Gwendoline. L'établissement a ouvert le 23 juillet, seulement le midi les 10 premiers jours. Puis après des débuts réussis, les clients sont accueillis midi et soir tous les jours, sauf le dimanche. L'esprit de chez Maison Sœur, on a voulu ramener quelque chose que pour nous c'est très important, c'est-à-dire la qualité, les produits locaux, travailler avec des gens d'ici, pouvoir promouvoir un petit peu la gastronomie de maison. Typiquement, c'est pour ça que ça s'appelle Maison Sœur. On voulait que les gens, quand ils viennent manger chez nous, ils se sentent autant sur la banquette, les assises et tout ça. On voulait qu'ils se sentent vraiment comme à la maison, quoi. Donc c'est le but. Et donc ce qu'il y a dans l'assiette, c'est généreux et c'est comme, moi j'aime bien dire, comme la cuisine de nos grands-mères, quoi. Pâtes maison, pizza, produits frais, Maison Sœur peut accueillir 30 personnes à l'intérieur en salle et près d'une 60aine de couverts sur la terrasse en extérieur. Zoom aérien cette fois avec le passeport culture. Les jeunes peuvent désormais en effet s'initier au vol en planeur, goûter au silence des airs et à la magie du pilotage. Une expérience unique qui ouvre la voie à l'aviation légère tout en démocratisant l'accès aux sensations fortes. Une équipe de Monaco Info est allée sur place à l'aérodrome de Fayence. Voici le reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. Tout commence au sol, dans le calme concentré du briefing. Le pilote déroule le plan de vol, dévoile les secrets de l'appareil, distille les gestes qui rassurent les enfants. Tout est minutieusement orchestré. Ensuite, c'est l'installation dans le cockpit. Commande en main, le planeur se prépare au remorquage. Le câble se tend. Puis d'un bond, l'appareil s'élance sur la piste, gagne rapidement de la vitesse et décolle enfin. En quelques battements de cœur, la piste s'efface et le monde s'ouvre. Une expérience à la fois sportive et contemplative qui mêle sensations fortes et découvertes et qui rend accessible à tous le rêve de voler. L'AMVV est une association qui se destine à faire découvrir le planeur sur un volet essentiellement social et pour des enfants. Le passeport culture, en collaboration donc avec la DENJS, on le fait depuis 2019. Donc chaque été, on propose des vols à raison de 4 sessions par été, en juillet et août. En moyenne, il y a 6-7 jeunes. Depuis que ça fonctionne avec la DENJS, on a à peu près fait 168 vols, 168 baptêmes pour les jeunes du passeport culture. Sacha a effectué son premier vol en planeur grâce au passeport culture. Assis aux commandes, le jeune pilote en herbe a découvert le frisson du décollage, le silence saisissant en altitude et la sensation de flotter au-dessus des paysages. Un baptême de l'air qui déjà lui donne envie de recommencer. C'était quelque chose de nouveau, quoi, de découvrir comme ça, de voler. C'est vrai que c'était spécial, les sensations qu'on a l'impression de monter, de descendre tout le long du vol. Et aussi de pouvoir piloter, c'était quelque chose de cool. Ça fait plusieurs années déjà que j'aimerais faire pilote dans l'armée de l'air. Donc ça peut aider, on m'a dit, de passer par le planeur pour pouvoir se former. L'année prochaine, si je peux le refaire, je pense le refaire. Une expérience qui prouve que le passeport culture ne se limite pas au terrain et aux salles. Il ouvre aussi les portes du ciel, offrant à chacun la possibilité de vivre le frisson d'un premier vol.
Et avant de découvrir votre météo pour les heures à venir en compagnie de Frédéric Elion, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour, consacrés à la Journée mondiale de la photographie, avec ce soir, une fois n'est pas coutume, les portraits croisés de ceux qui, chaque soir sur Monaco Info, immortalisent l'actualité de la principauté, à commencer par nos photographes de la direction de la communication, Manuel Vitali et Stéphane Dana. On se retrouve demain, 19 h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée, et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à toutes et à tous. Mercredi, le temps sera une nouvelle fois instable avec un ciel bien couvert toute la journée. Le soleil percera les nuages pour quelques brèves éclaircies et quelques gouttes de pluie pourraient tomber, même si les précipitations seront plutôt attendues. Pour jeudi, les températures, elles, chuteront et seront comprises entre 23 et 28 degrés. L'eau sera à 27. Mercredi 20 août, vous pourrez souhaiter une bonne fête au Bernard. Ce sera aussi la journée mondiale du moustique. Enfin, comme chaque mardi, un coup d'œil sur la météo de l'eau en partenariat avec la Société monégasque des eaux. L'indicateur est orange cette semaine, ce qui signifie que nous sommes en autonomie limitée. Pensez donc au bon geste et à économiser l'eau. À très bientôt sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.